Michel Barnier a parlé plusieurs fois depuis sa nomination à Matignon. Comment vous jugez ses premières prises de parole ? Écoutez, ces premières prises de parole me paraissent correspondre à l'homme qu'il est, c'est-à-dire qu'il a exprimé le fait qu'il souhaitait trouver un chemin, des compromis avec l'ensemble des forces politiques. Il a bien redit l'ensemble des forces politiques. C'est ce que nous attendions d'un Premier ministre. Et donc nous ne pouvons que nous réjouir que ce premier critère que nous avions exposé et qui consistait à ce que le futur Premier ministre soit respectueux des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national soit rempli. Maintenant, il y a évidemment la suite, et la suite c'est qu'il soit également respectueux de ce que souhaitent les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Je rappelle également, et je le rappellerai tout à l'heure, qu'il ne faut pas que M. Barnier, malgré son attachement à une construction européenne où il a eu un rôle non négligeable, oublie les résultats des élections européennes. Parce que les résultats des élections européennes ont clairement indiqué que les Français étaient majoritairement opposés à la construction européenne actuelle, qu'ils étaient extrêmement critiques à son égard, et ils ont confié au Rassemblement national, avec 33% des voix, le soin de précisément impulser, y compris au niveau du gouvernement, un changement dans cette politique européenne. Vous avez dit qu'il était sous surveillance, comme Jordan Bardella, il est dit le même terme que vous. Il vous a répondu, Michel Barnier, il dit « Je suis sous surveillance de tous les Français ». Oui, oui, c'est bien. Je suis heureuse qu'ils s'en rendent compte. Ça change un peu des premiers ministres précédents. Certes, il est sous surveillance de l'ensemble des Français et le Rassemblement national est une part importante de ces Français. Donc, le fait de dire que le gouvernement est sous surveillance n'est pas une menace. C'est un fait arithmétique. Et je crois que M. Barnier comprend cette arithmétique. Comment vous réagissez à la phrase de M. Barnier sur les 11 millions d'électeurs? Vous avez été consulté pendant tout le processus de nomination. Vous considérez comme un arbitre? Comment s'est passée les discussions que vous avez eues avec Emmanuel Macron? Mais non, enfin, je vous enjoins de ne pas croire ce qui est écrit dans les journaux. Ça permet de s'approcher de la vérité. De manière très claire et pas dissimulée. Nous avons été reçus par Emmanuel Macron. Nous avons donné, encore une fois, quels étaient pour nous les critères, les conditions qui entraîneraient une non-censure immédiate de la part du Rassemblement national, du Premier ministre qui serait choisi. À partir du moment où ces conditions, en tout cas pour l'instant, sont respectées, eh bien nous respectons également notre part. Et de la même manière, j'ai eu un contact téléphonique avec Emmanuel Macron qui ne portait pas d'ailleurs sur le sujet de M. Barnier, et puis c'est tout. Voilà, donc je n'ai pas choisi le Premier ministre, je ne suis pas DRH d'Emmanuel Macron, et par ailleurs, je pense que seul un Premier ministre du Rassemblement national peut mettre en œuvre le projet du Rassemblement national. Bon, je considère que monsieur, comme beaucoup de Français, que M. Barnier est un homme respectueux, mais je n'oublie pas tout de même qu'il a fait l'intégralité de sa carrière dans une famille politique qui n'a fait que décevoir les Français par rapport aux promesses qui ont pu être faites par cette famille politique tout au long des décennies. Il s'est adressé à vous ce vendredi. Jeudi, vous avez eu un échange avec M. Macron qui Non. s'inquiétait que vous pourriez Non. la censure. Non. Non. Pas d'échange du tout avec l'Élysée. Je n'ai pas eu d'échange avec Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous réagissez à la phrase de M. Barnier qui dit qu'il faut respecter les 11 millions d'électeurs du RN? Je ne peux que m'en réjouir, enfin, et c'est normal. C'est-à-dire, on a perdu le sens de la normalité et du fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Je veux dire, il est parfaitement légitime qu'un Premier ministre respecte l'ensemble des forces politiques. Car le respect que je réclame, somme toute, pour le Rassemblement national, je le respecte pour l'ensemble des forces politiques. L'Assemblée nationale est très imparfaitement représentative de l'ensemble des Français. Il est tout à fait naturel qu'un Premier ministre, particulièrement dans une situation telle
que nous la connaissons, soit respectueux de l'ensemble des forces politiques. Mais c'est aussi un gage de succès. Parce que vous imaginez bien que les discussions autour du budget vont être des discussions extrêmement compliquées. Et il va devoir, évidemment, prendre langue avec l'ensemble des groupes à l'Assemblée nationale pour connaître les lignes rouges des uns et des autres et ce sur quoi ils sont capables de faire des compromis. Donc vous imaginez que quelqu'un qui refuserait de parler au premier groupe de l'Assemblée nationale se mettrait lui-même immédiatement en situation d'échec. Est-ce que ça marque un changement par rapport à Gabriel Attal? Oui, clairement. Clairement, et d'ailleurs ce changement est apparu, si je puis me permettre, dès la passation de pouvoir. Madame Le Pen, bonjour, une question pour complément d'enquête. Il s'ouvrira bientôt le procès. Donc en fait, vous, c'est pas pour les informations, vous, c'est juste pour votre émission à vous. Êtes-vous inquiète à quelques jours de l'ouverture de ce procès? Non, je ne suis pas inquiète. Nous sommes totalement innocents des faits qui nous sont reprochés et nous allons l'expliquer aux magistrats, voilà, et durant de longues semaines où je serai présente, bien entendu. Des échanges de mails montrent que vous étiez pourtant au courant et que vous décidiez de tout. Monsieur, excusez-moi, mais vous n'allez pas faire le procès ici, dans la rue à Hénin-Beaumont, un procès qui va se dérouler sur 2 mois. Parce que ça, c'est une méthode qui est en même temps, qui viole en même temps la justice et qui viole aussi la déontologie journalistique. Je vous pose des questions. Ça ne va pas perturber votre rentrée politique et les 2 prochains mois, parce que vous allez être monopolisé presque par ce procès? Je vais faire en sorte de pouvoir être en même temps au procès et en même temps qui n'a lieu quand même que 3 après-midi par semaine. Ça laisse quand même du temps pour s'occuper de ce pourquoi j'ai été élu, c'est-à-dire la situation des Français, leur pouvoir d'achat, leur sécurité et le problème considérable que pose l'immigration hors contrôle. Vous encourez une inéligibilité, Madame Le Pen. Est-ce que votre avenir présidentiel se joue durant ce procès? Non, vous n'allez pas continuer comme ça. Je vous ai répondu gentiment, mais c'est bon. Savez-vous si M. Barnier a des personnalités de gauche au gouvernement? Mais encore une fois, moi je veux dire, je ne choisis pas des gens de droite ou des gens de gauche. Il ne vous a pas échappé que le Rassemblement national n'est ni de droite ni de gauche. Merci de me permettre de le rappeler d'ailleurs. Le Rassemblement national n'est ni de droite ni de gauche. Donc ce que je souhaite, c'est que le gouvernement corresponde à ce que nous avons exigé du Premier ministre, c'est-à-dire qu'il y ait des ministres qui soient respectueux de la force politique que représente le Rassemblement national et ses 11 millions d'électeurs. Et 2, nous irons sur le fond, c'est-à-dire sur les choix qui vont devoir être faits par ce gouvernement. Et il est évident que nous ferons ce que nous avons fait tout au long des 2 dernières années. Nous n'entendons pas changer de manière d'être, de manière de faire. Nous voterons, quelle que soit l'origine du texte, ce qui nous apparaît positif pour le pays. Nous nous abstiendrons lorsque nos amendements d'amélioration n'auront pas été pris en compte et nous voterons évidemment contre lorsque nous pensons que les mesures qui sont mises en œuvre sont toxiques pour le pays. C'est assez simple en réalité et ça correspond d'ailleurs fondamentalement à la manière dont doit fonctionner une démocratie. Sur quel sujet Madame Le Pen s'est engagée à faire son examen de conscience après les législatives. Où en est l'audit des fédérations et qu'est-ce qui va changer dans l'organisation, le fonctionnement du parti? Nous y avons travaillé tout cet été. Jordan est à pied d'œuvre. Il expliquera tout ça lors du Conseil national qui aura lieu la semaine prochaine. Est-ce que vous pourriez déclencher une censure juste après le discours de politique générale ou est-ce que vous allez laisser sa chance jusqu'au budget à M. Barnier? Non, je pense qu'il ne serait pas très raisonnable d'effectuer une censure après son discours de politique générale, dont je pense d'ailleurs qu'il correspondra très certainement sur un nombre de sujets non négligeables aux espérances que nous portons. Il n'y a qu'un problème, si vous voulez, c'est que nous jugerons ce gouvernement sur les actes, pas seulement sur les paroles, car nous avons été durant des décennies, nous et les Français, bercés de promesses, bercés de belles paroles, bercés de promesses,
de mettre fin à l'immigration hors contrôle, bercé de promesses sur la maîtrise d'une insécurité qui est devenue insupportable pour les Français, bercé par les promesses d'attention à l'égard des Français qui ont vu baisser leur pouvoir d'achat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les actes n'ont pas suivi. Donc les paroles sont une chose, elles sont respectueuses, c'est ce que nous attendons et nous nous en réjouissons. Les actes, c'est autre chose. Et c'est sur les actes, évidemment, que nous allons juger le gouvernement, surtout que le Premier ministre a indiqué dès la passation de pouvoir qu'il allait parler moins et agir plus. Jordan Bardella nous a dit hier, nous rentrons dans une phase de campagne permanente. C'est-à-dire que vous placez la possibilité d'avoir de nouvelles élections, lesquelles, présidentielles, législatives, dans les mois à venir? Non mais il est évident que ça ne peut pas tenir. C'est évident. C'est évident à tout le monde, à part peut-être à Emmanuel Macron, qui se berce d'illusions et fait la méthode Coué. Mais il est évident que d'ici un an, nous aurons de nouvelles élections législatives. Et c'est heureux d'ailleurs. C'est heureux parce que je pense que la France a besoin d'une majorité claire. La France en a été privée par une manœuvre électorale qui a consisté à voir se désister plus de 200 candidats, mais il serait mieux tout de même qu'il existe une majorité absolue. Et ça pose la question du mode de scrutin, qui est une question que nous avons également évoquée auprès d'Emmanuel Macron. À savoir que dans un pays tripolarisé, c'est-à-dire qui en réalité semble se constituer, une vie politique qui semble se constituer autour de 3 blocs, on voit bien que le mode de scrutin majoritaire à 2 tours n'est plus adapté et qu'il pousse d'ailleurs la classe politique, pas le RN, qui lui est toujours transparent et loyal à l'égard de ses électeurs, mais il pousse le reste de la classe politique à tromper des électeurs, à faire des accords contre nature. Il faut donc réfléchir à un mode de scrutin dont je pense qu'il doit être proportionnel. Nous sommes après tout un des seuls pays en Europe à ne pas élire nos députés avec un scrutin proportionnel. Et un scrutin proportionnel peut parfaitement être envisagé pour permettre justement l'existence d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron vous a dit OK pour une proportionnelle? Bon, pardon, mais il me semble que ça fait 7 ans qu'il la promet, donc il faudrait vraiment un gros revirement dans ces cas-là. Madame Le Pen. Bon, je vous remercie beaucoup.